we are in a transition to a new world order. Ok, alors imaginez un petit pays situé à l'extrémité d'un grand continent et dirigé d'une main de fer par un seul homme depuis plusieurs décennies. Un pays isolé, coupé du reste du monde et dont personne ne peut vraiment entrer ou sortir. Un pays où les citoyens ne sont pas libres et sont surveillés en permanence par un régime surpuissant qui utilise la peur pour s'assurer de leur obéissance. Un pays où des mots tels que liberté d'expression, vie privée ou même internet n'existent absolument pas. Un pays qui n'hésite pas à enfermer, torturer, voire même tuer quiconque ose remettre en question le pouvoir en place. So if you're arrested, you might end up in one of these. Eh bien, ce pays existe réellement. Et vous l'avez compris, il ne s'agit pas de la Corée du Nord. Non, le pays dont nous parlons se trouve loin, très loin, à 8000 km de là, dans un autre continent, et il se nomme l'Érythrée. Ce petit pays d'Afrique de l'Est est un territoire coupé du monde, dirigé depuis plus de 30 ans par un dictateur brutal et sanguinaire. L'Érythrée est un pays dont on ne parle jamais, et pourtant ce qu'il se passe là-bas dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. A commis des crimes contre l'humanité. Mais alors, comment en est-on arrivé là? C'est quoi exactement l'Érythrée? C'est quoi l'histoire de ce petit pays d'Afrique? Pourquoi la plupart des gens essayent de fuir ce pays qui est complètement coupé du reste du monde? Et surtout, pourquoi est-ce que l'Érythrée est surnommée la Corée du Nord d'Afrique? Ok, jetons un coup d'œil à cette magnifique carte de l'Afrique qui date de 1980. Vous ne remarquez rien? Et oui, on a beau chercher et encore chercher, c'est impossible de trouver l'Érythrée. Mais ça en fait, c'est complètement normal, car en 1980, l'Érythrée n'existe pas. Le pays fait officiellement partie de l'Éthiopie et ça fait des décennies que ce territoire lutte pour obtenir son indépendance. Chose qui va finalement arriver le 24 mai 1991, lorsque les troupes du Front Populaire de Libération de l'Érythrée, aussi appelé FPLE, s'emparent d'Asmara, la capitale du pays. L'indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie est alors proclamée et sera confirmée en 1993 par un référendum soutenu par l'ONU. Un homme prend alors la tête de ce jeune pays, un homme qui 30 ans plus tard est toujours le dirigeant de l'Érythrée, Isaias Afwerki. Bon, je crois que c'est le moment de vous faire les présentations. Isaias Afwerki est né en 1946 à Asmara, alors que l'Érythrée est encore sous le contrôle des Britanniques. On n'a presque aucune vraie info sur la jeunesse d'Isaias, mais on sait qu'en 1962, alors qu'il n'a que 16 ans, sa vie va basculer suite à un événement majeur, l'annexion de l'Érythrée par l'Éthiopie. Cette annexion est un traumatisme pour Isaias. Lui qui est profondément attaché à son identité érythréenne ne supporte pas de devoir se soumettre au pouvoir éthiopien. Il décide alors de prendre une décision radicale, s'engager dans la résistance et se battre pour l'indépendance de l'Érythrée. Petit à petit, il gravit les échelons et part notamment en Chine pour suivre une formation militaire. Là-bas, Isaias découvre l'idéologie maoïste qui va fortement l'influencer lorsqu'il prendra le pouvoir en Érythrée. Une fois cette formation finie, Afwerki retourne dans son pays où il participe à la création d'un tout nouveau mouvement de résistance, le FPLE, dont il prend la tête en 1987. Isaias devient alors le principal visage de la résistance érythréenne, et c'est pour cela qu'après la guerre d'indépendance, c'est lui qui est nommé président du pays. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, et c'est très important pour la suite, Afwerki est un véritable héros pour le peuple érythréen. Il est vu comme le libérateur du pays et adulé par l'écrasante majorité de la population locale. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la population érythréenne qui adoube Afwerki. À l'international aussi, le leader du pays est apprécié. Sa politique menée en Érythrée est saluée car Isaias l'affirme, il veut mettre en place une vraie démocratie dans le pays. Be instrumental to the establishment of democracy in this country. Et pendant quelques temps, Afwerki va vraiment tenir ses promesses de démocratie. Le FPLE se transforme en véritable parti politique. Le FPDJ, des lois sur la liberté de la presse sont promulguées et une constitution pleine de promesses démocratiques est même rédigée et approuvée en 1997. Bref, les premières années de l'Érythrée sont très prometteuses et Isaias Afwerki est vu comme un président jeune, moderne et courageux. Il est même qualifié par le président américain Bill Clinton de leader africain de la Renaissance. Bref, tout semblait aller pour le mieux pour l'Érythrée, sauf que malheureusement, le conte de fées va assez vite prendre fin. La fameuse constitution pleine de promesses démocratiques de 97 ne sera jamais promulguée. Les élections parlementaires, elles, seront continuellement repoussées. Et surtout, le processus de transition démocratique de l'Érythrée va brutalement être interrompu par une guerre avec l'Éthiopie en 1998. Un nouveau conflit sanglant
brutale, qui durera 2 ans et qui fera surtout environ 100 000 victimes. Et le pire, c'est que cette guerre, l'Érythrée va la perdre. Et ça va fortement fragiliser le président Afwerki, qui va être de plus en plus critiqué. La presse érythréenne notamment va questionner sa légitimité à gouverner. Ok, c'était le héros de l'indépendance qui avait libéré l'Érythrée et tout ça, mais est-ce que ça faisait forcément de lui un bon dirigeant? Et pour beaucoup d'Érythréens, pas forcément. Et ces critiques à l'égard d'Afwerki vont devenir de plus en plus nombreuses, si bien qu'en mai 2001, 15 membres importants du FPDJ publieront une lettre ouverte. Une lettre dans laquelle ils critiquent la politique d'Isaias Afwerki et demandent au président d'organiser des élections parlementaires au plus vite. Une demande qui ne va pas, mais alors pas du tout, plaire au président érythréen. Immédiatement après la publication de leur lettre, ce groupe de 15 personnes, connu aujourd'hui sous le nom de G15, se voient démis de leurs fonctions et sont expulsés du FPDJ. Mais leur lettre va être massivement relayée et va être lue par de nombreux Érythréens, lesquels vont se dire qu'effectivement, le message du G15 soulève de vrais problèmes et qu'Isaias Afwerki n'est peut-être plus l'homme de la situation. Et c'est là que tout va basculer. Car pendant des mois, de grandes manifestations sont organisées par la population érythréenne pour réclamer des élections libres et surtout l'avancée du processus démocratique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas des manifestations de haine contre Afwerki particulièrement. Non, les Érythréens le voient toujours comme un héros, simplement ils pensent que c'est pas la meilleure personne pour diriger et qu'il est temps pour lui de passer la main. Des revendications très pacifiques et démocratiques donc, qui vont être très mal accueilli par Afwerki. Le dirigeant érythréen ne veut pas du tout quitter le pouvoir et pour calmer les mouvements de protestation, il va faire arrêter pas mal de manifestants qu'il va ensuite jeter en prison. Isaias commence à devenir de plus en plus menaçant et dissuade quiconque de chercher à le destituer. Mais malgré cela, les mouvements de protestation vont continuer et vont même s'intensifier au fil du temps, au point que la situation va pas tarder à devenir critique pour Afwerki. Il le sait, s'il n'agit pas rapidement, il peut dire adieu à son statut de dirigeant de l'Érythrée. Alors, le 18 septembre 2001, il décide de prendre les choses en main. Isaias ferme tous les médias indépendants, les opposants politiques et les journalistes sont arrêtés et la plupart des membres du G15 disparaissent mystérieusement. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la purge d'Afwerki. Cette purge va durer longtemps. Très longtemps. Plusieurs longs mois pendant lesquels Afwerki va s'occuper de faire le ménage au sein du pouvoir érythréen. Il va éliminer toutes les personnes représentant un danger, quitte à même devoir emprisonner certains de ses plus proches amis. Le message d'Isaias est très clair, jamais personne ne lui volera le pouvoir. Et à côté de toutes ces arrestations, il va également remanier en profondeur l'organisation politique de l'Érythrée. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains et fait en sorte de placer des personnes faibles et manipulables aux postes importants de l'organisation érythréenne. Il réforme aussi l'armée et les services secrets et s'assure du soutien indéfectible de ses fidèles. Il met également la main sur l'économie du pays en monopolisant le secteur minier et utilise cet argent pour le mettre au service de son régime. Bref, vous l'avez compris, en quelques mois seulement, Afwerki devient un dictateur totalitaire qui possède un pouvoir absolu dans son pays. Mais Isaias va aller plus loin. Il va faire quelque chose que très peu de dictatures dans le monde ont fait, et ça explique en grande partie pourquoi l'Érythrée est aujourd'hui surnommée la Corée du Nord d'Afrique. Et cette chose, c'est tout simplement couper son pays du reste du monde. On est le 23 décembre 2009. Ce jour-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour voter l'adoption d'une résolution. La résolution 1907, dont le titre est tout simplement « Paix et sécurité en Afrique ». Je vous la fais courte, mais globalement avec cette résolution, l'ONU impose un embargo strict sur les ventes d'armes à l'Érythrée. Le pays dirigé par Afwerki est en effet accusé de soutenir des groupes terroristes en Somalie et surtout d'avoir déployé des troupes armées à Djibouti. La décision de l'ONU d'interdire les ventes d'armes vers l'Érythrée est donc très forte sur le papier, mais en vrai tout le monde s'en fout. Est-ce que vraiment vous étiez au courant de ces sanctions prises par l'ONU contre l'Érythrée? Non, et c'est normal. On est en 2009 et personne ne se préoccupe vraiment du sort de ce petit pays de la Corne d'Afrique, complètement isolé du reste du monde. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, retournons fin 2001, juste après la purge d'Isaias Afwerki. À partir de ce moment-là, l'Érythrée se retrouve assez isolée, notamment à l'international, mais pas au point d'être coupée du monde, et encore moins d'être surnommée la Corée du Nord d'Afrique. Ok, le pays n'est pas extrêmement populaire, mais bon, honnêtement, des dictatures dans le monde, il y en a beaucoup, notamment en Afrique. Alors, pourquoi le cas de l'Érythrée est aussi différent? Pourquoi et comment le pays s'est-il autant isolé du reste du monde? Eh bien, tout simplement, car Isaias l'a voulu. There would be
En fait, pour le dictateur érythréen, c'est très simple. L'Érythrée ne doit pas dépendre du monde extérieur, qui est hostile, mais doit devenir une entité complètement autonome, qui n'a de compte à rendre à personne. C'est ce qu'on appelle une autarcie. Cette mentalité très fermée d'Afwerki date en fait de la guerre d'indépendance, durant laquelle l'Érythrée était complètement isolée à l'international. Personne se souciait vraiment du sort des Érythréens, et ces derniers ont dû se débrouiller tout seuls pour avoir leur propre territoire. À partir de ce moment-là, le constat était simple, l'Érythrée ne peut compter que sur elle-même pour réussir, et ne doit dépendre d'aucune aide extérieure. Bon, et ajoutez aussi à cela le fait qu'après sa purge, Isaias devient extrêmement paranoïaque. Il a failli être destitué, et comprend que pour rester au pouvoir, le plus simple c'est d'isoler son pays du reste du monde. Isaias explique à sa population que l'Érythrée est en danger et que pour se protéger, le pays ne peut compter que sur lui-même. Il crée une sorte de roman nationaliste qui présente l'Érythrée comme une nation assiégée, qui doit se défendre contre l'envahisseur. Et oui, ça fait fortement penser à un autre pays qui utilise exactement les mêmes techniques. Ok, mais donc concrètement, comment est-ce qu'Isaias a bien pu isoler l'Érythrée? Eh bien, il a utilisé la manière forte. Peu de temps après sa purge, il interdit à la plupart des ONG de venir en Érythrée. Il renforce considérablement le contrôle aux frontières et refuse même des centaines de millions de dollars d'aide internationale. Oui, vous avez bien entendu. Il refuse des centaines de millions de dollars d'aide internationale qui, pour lui, sont des outils de contrôle et d'influence néocoloniale. Mais Afwerki est également très méfiant envers les organisations africaines. Il quitte la plupart d'entre elles dans les années suivant sa purge, comme ce fut le cas en 2007 avec son retrait de l'IGAD. Le message d'Isaias est clair, il veut faire de l'Érythrée un grand pays, et pour cela, il n'a besoin d'absolument personne. On en revient donc à notre fameux 23 décembre 2009, jour où l'ONU décrète un embargo sur les ventes d'armes à l'Érythrée. Vous comprenez donc que si cette décision est très importante sur le papier, dans les faits elle est juste très symbolique. Afwerki a déjà complètement coupé son pays du reste du monde, et cet embargo sur des ventes d'armes va pas changer grand chose à la vie quotidienne des Érythréens. Au contraire même, chaque sanction internationale prise contre l'Érythrée ne fait que renforcer le pouvoir d'Isaias, car ça lui permet de servir son fameux récit nationaliste qui dit que le monde entier complote contre l'Érythrée et qu'il ne faut jamais faire confiance aux puissances étrangères. Et si, depuis quelques années, Isaias a un peu changé son fusil d'épaule en nouant des liens avec quelques puissances étrangères, la situation au sein même de l'Érythrée, elle, n'a pas évolué. La population ne peut toujours pas quitter le territoire librement, et vous allez le voir, les conditions de vie à l'intérieur du pays sont une horreur absolue. Ok, jetez un coup d'œil à ce rapport du comité de protection des journalistes datant de 2019. On peut y retrouver un classement des 10 pays qui sont les plus censurés au monde. Et bien évidemment, le pays qui décroche la première place, c'est la Corée l'Érythrée. C'est l'Érythrée, le pays le plus censuré au monde. Alors certes, ce n'est qu'un classement, et d'autres organismes placent bien sûr la Corée du Nord comme le pays le plus censuré au monde. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Érythrée est systématiquement dans les premières positions. Et en même temps, c'est un peu normal. Depuis la fameuse purge d'Afwerki en 2001, le pays est devenu l'un des plus censurés de la planète. Les journalistes indépendants ont été jetés en prison et la presse privée a même été interdite. Il reste que quelques médias comme la chaîne télé Eri TV ou bien le journal Hadas Erythra, mais qui servent juste à relayer la propagande du gouvernement. Certains d'entre vous pourraient alors penser à Internet, qui dans d'autres dictatures a permis aux citoyens de contourner la censure en s'informant librement. Mais en Érythrée, ce n'est pas le cas. Déjà, peu de personnes ont un téléphone ou un ordinateur, et surtout l'accès à Internet est extrêmement surveillé. Il faut se rendre dans des cybercafés miteux pour pouvoir aller sur le web, et de ce que j'ai cru comprendre en faisant mes recherches, la qualité Internet est désastreuse. Pas d'Internet, une presse contrôlée par le gouvernement, et surtout un pays coupé du monde, voilà la petite recette qui a fait de l'Érythrée le pays le plus censuré au monde. Mais la censure, c'est pas le seul moyen pour Afwerki de garder sa population sous contrôle. Non, le président érythréen utilise un autre outil extrêmement efficace, la surveillance de masse. Après sa purge de 2001, pour garder le contrôle sur sa population, Isaias met en place un gigantesque réseau de surveillance au sein de l'Érythrée. Le but, détecter et éliminer quiconque représenterait une menace potentielle pour le pouvoir. Et pour mener à bien cette mission, Afwerki a utilisé un stratagème moralement discutable mais redoutablement efficace, la délation. Oui, en Érythrée, chacun est encouragé à dénoncer l'autre, que ce soit vos collègues, vos voisins, voire même vos parents. En Érythrée, vous pouvez être trahi par n'importe qui, à n'importe quel moment. Ce n'est pas le soldat ni le policier qui vous fait peur. C'est la personne assise juste à côté de vous. Il y a un vrai climat de tension qui règne au sein de la population érythréenne, et la paranoïa s'est emparée de tout le pays. Une simple parole ou même un geste banal peuvent suffire à se faire dénoncer aux autorités érythréennes. Et quand ça arrive, tout le monde sait ce qu'il se passe. Un aller simple vers les prisons érythréennes.
Ces prisons, c'est probablement ce qui se rapproche le plus du mot enfer. Éparpillés aux quatre coins du pays, ces centres de détention ultra secrets sont réputés pour être parmi les pires au monde. Les prisonniers sont régulièrement frappés, torturés et même parfois simplement tués. Mais c'est pas tout, il y a des prisonniers qui vont même pas dans des prisons classiques et qui sont tout simplement entassés dans des conteneurs métalliques au milieu du désert. A lot of detention centres across Eritrea use underground cells and shipping containers to hold prisoners. So if you're arrested, you might end up in one of these. Oui, c'est littéralement horrible, et d'après beaucoup d'ONG, ce qu'il se passe dans les prisons érythréennes constitue des crimes contre l'humanité. Pour rappel, on parle là de crimes constitués de faits inhumains portant atteinte à la personne physique. Le gouvernement érythréen a commis des crimes contre l'humanité. Donc, si on résume, pour garder sa population sous contrôle, Afwerki a massivement recours à la censure, à la surveillance constante et à l'enfermement arbitraire. Jusque-là, on coche toutes les cases d'une dictature classique, même si bon, c'est poussé à l'extrême. Mais il y a autre chose, il y a un autre élément qui lui est propre au régime d'Afwerki et qui assure au président un contrôle absolu sur sa population. Un élément affreux qui explique presque à lui tout seul pourquoi l'Érythrée est surnommée la Corée du Nord d'Afrique, le service national érythréen. Alors ce service national, à pas confondre avec un service militaire classique, vous allez le voir, est assez particulier. Au départ, il s'étendait seulement sur 18 mois, mais va voir sa durée fortement s'allonger après la guerre perdue contre l'Éthiopie en 2000. Et allez, je vous pose une petite devinette. À votre avis, combien de temps dure ce nouveau service national érythréen ? 2 ans ? 3 ans ? Allez, 5 ans ? En fait, je peux pas vous donner de réponse car il y en a pas. Le service national érythréen est à durée variable. Il peut durer 3 ans, comme 10 ans, comme toute une vie. Ok, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe, vous allez mieux comprendre. En fait, en tant qu'Érythréen, vous vivez votre vie normalement, mais quand vous atteignez l'âge de 18 ans, les autorités viennent un jour toquer à votre porte, vous séparent de votre famille, et hop, vous commencez votre service national. Et vous avez vraiment intérêt à être là quand on vient vous chercher, car sinon, c'est votre famille qui en subira les conséquences. Ils sont venus me chercher chez moi. Ils ne m'ont pas trouvé, alors ils ont arrêté ma sœur et l'ont jetée en prison. Dès que je l'ai appris, je n'avais plus le choix. Il fallait que je me rende. Ils m'ont emmené à Sawa, dans un camp de travail. Une fois que les autorités érythréennes vous ont récupéré, on vous explique alors ce que vous devrez faire lors de votre service national. La plupart des recrues sont affectées à des tâches militaires, mais certaines sont envoyées dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'enseignement ou bien la construction. Et c'est là, une fois que le service national a vraiment débuté, que l'horreur commence. Torture, meurtre, enfermement arbitraire, voilà globalement le quotidien des Érythréens lors de leur service national. Oui, c'est horrible et de nombreuses ONG internationales comparent le service national érythréen à une véritable forme d'esclavage moderne. Face à ce cauchemar, il restait plus aux Érythréens qu'une seule solution pour ne plus subir les horreurs du régime d'Isaias Afwerki, fuir. Fuir le plus loin possible. L'Érythrée est le pays qui se vide le plus rapidement de sa population au monde. Cette phrase, prononcée en 2016 par un professeur érythréen du nom de Galem Kibrab, résume parfaitement la situation que vit l'Érythrée depuis quelques années. Le pays se vide de sa population, au sens littéral du terme. On parle de 5000 personnes qui quittent le pays tous les mois. Oui, c'est énorme, mais en même temps, avec ce qu'on a vu avant, c'est assez logique. Face à la dictature d'Afwerki et l'horreur du service national érythréen, nombreux sont ceux qui préfèrent fuir le pays. Ils sont prêts à risquer de se faire tirer dessus en traversant la frontière, plutôt que de continuer à être les esclaves du régime d'Isaias. Et cet exode est tellement massif que dites-vous qu'aujourd'hui, un Érythréen sur 5 ne vit pas en Érythrée. Tout ça à cause de la folie d'un homme qui a transformé son pays en une véritable prison à ciel ouvert. Mais ok, maintenant qu'on a dit tout ça, la vraie question c'est, est-ce que la situation en Érythrée peut vraiment s'améliorer ? Est-ce qu'il y a un espoir que la dictature d'Afwerki prenne fin et que les Érythréens exilés puissent revenir dans leur pays ? Eh bien pour certaines personnes, oui. C'est évident que la situation en Érythrée va finir par évoluer positivement. Et l'argument principal qui est avancé pour défendre cette idée, c'est tout simplement l'âge d'Isaias Afwerki. Car oui, mine de rien, le dictateur est au pouvoir depuis 30 ans maintenant, et il commence doucement à être sur le déclin. Il a 78 ans, et en plus c'est pas la personne qui prend le plus soin de sa santé. Il
Il boit beaucoup, il est diabétique et de nombreuses rumeurs circulent souvent concernant l'état de santé d'Isaias. Beaucoup pensent donc qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et qu'après sa mort, l'Érythrée pourra enfin devenir un pays libre. Un message plein d'espoir qui pourrait donc signifier la fin du cauchemar pour des millions d'Érythréens, mais en réalité il y a peu de chances que ça arrive. Bon, vous le savez, dans mes vidéos, j'essaie toujours d'être le plus neutre possible et surtout de finir sur une note assez positive. Après avoir parlé des horreurs du régime d'Afwerki, j'aurais donc pu vous dire comme certains que le dictateur érythréen allait bientôt mourir, qu'il fallait garder espoir et que la paix et la liberté allaient bientôt revenir en Érythrée. J'aurais pu vous dire ça. Mais honnêtement, après avoir longuement étudié le sujet, je ne pense pas que c'est ce qu'il va se passer. Car déjà, bon, certes, Isaias Afwerki est vieux, oui, mais c'est pas non plus une momie et il peut encore rester au pouvoir pendant une bonne décennie. Et surtout, car même quand il décédera, sa disparition signifiera pas forcément un retour à la démocratie et à la liberté. Au contraire même, il y a de fortes chances que la mort du dictateur fasse basculer le pays dans la guerre civile. Car oui, nombreux sont ceux qui attendent la chute d'Afwerki pour s'emparer du pouvoir, à commencer par son propre fils, Abraham Afwerki, qui est pressenti pour prendre la suite de son père à la mort de ce dernier. Mais Abraham n'est pas très populaire au sein du pouvoir érythréen, et surtout la population civile le connaît quasiment pas. N'oubliez pas que l'un des aspects qui permet encore aujourd'hui à Isaias Afwerki d'être au pouvoir, c'est car il est le héros de l'indépendance, et est toujours adulé par une partie de la population. Mais par contre, son fils, presque personne le connaît, et rien ne dit que la population acceptera ce nouveau dictateur sans broncher. Surtout qu'au sein même du pouvoir érythréen, nombreux sont ceux qui attendent la chute d'Afwerki pour tenter de prendre sa place. Des généraux ou des militaires haut gradés qui n'attendent que le bon moment pour passer à l'action. Enfin, il existe des groupes rebelles, cachés en Éthiopie comme la Red Sea Afar Democratic Organization, qui auront aussi un rôle à jouer lors de la disparition d'Isaias. Et ça nous donne donc ça, cette carte où l'on peut voir la lutte pour le pouvoir qui se dessine en Érythrée une fois qu'Isaias aura disparu. Une lutte qui pourrait facilement dégénérer en un conflit armé, dont les premières victimes seraient bien évidemment la population civile. Et en voyant ça, vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous ai dit qu'il existait presque aucun espoir à la situation en Érythrée. Et croyez-moi, j'aurais aimé que ça soit pas le cas. J'aurais aimé vous dire qu'après la mort d'Isaias Afwerki, l'Érythrée allait enfin connaître la paix et la justice. Qu'après avoir été en exil pendant des décennies, les Érythréens qui s'étaient enfuis auraient pu revenir dans leur pays pour l'aider à se reconstruire. Mais malheureusement, ça aurait été hypocrite et utopiste de vous dire ça. L'Érythrée est un pays en proie à de trop nombreuses tensions, et même si Afwerki venait à disparaître, il est fort probable que le pays continue à être plongé dans la dictature, à être coupé du monde extérieur et à voir sa population être réduite en esclavage. Oui, c'est tragique et il est impossible de ne pas avoir de peine pour les millions d'Érythréens qui souffrent depuis tant d'années. Après l'indépendance du pays en 93, nombreux sont ceux qui pensaient que l'Érythrée allait enfin connaître la paix et la prospérité. Personne ne pouvait se douter que le héros de tout un peuple ferait sombrer le pays dans la dictature. Personne ne pouvait se douter que l'Érythrée deviendrait une prison à ciel ouvert et que sa population serait obligée de s'enfuir pour survivre. Et surtout, le plus important, personne ne pouvait se douter qu'un jour, l'Érythrée serait surnommée la Corée du Nord d'Afrique.